Bonsoir, bonsoir à vous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Les Experts. Et ce soir, c'est la dernière de l'année sur Les Experts, donc sur Télé Créole. Donc, on vous souhaite d'avance un joyeux Noël et c'est pour ça que je suis dans le thème aujourd'hui. Donc, on est donc sur Télé Créole ensemble en simultané sur Créole FM. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au 02 62 566 566. 0262 566 566 si vous avez des questions à poser en cette période de fête, sachant que ça tourne un petit peu au ralenti. Peut-être que les esprits peuvent s'apaiser pendant un petit moment, la trêve de Noël. Mais évidemment, les problèmes sont toujours là. Donc si vous avez des questions à poser, on est avec vous ce soir. N'hésitez pas à appeler parce que c'est la dernière de l'année. On reprendra après en janvier. Et avec nous ce soir, un expert et il s'appelle Maître Jean-Jacques Morel. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ça va fort bien, merci. Ça va fort bien. Alors, les fêtes de fin d'année. Les fêtes de fin d'année, voilà. Donc, moi, je pensais aux saints, tout Alors, ça. c'est les deux. C'est à la fois des fêtes saintes et puis des fêtes tout court. Donc, en famille, un peu de repos. On va souffler un petit peu après une année 2015 riche en rebondissements. Voilà. Donc, voilà. On souffle un petit peu. Voilà. On en a tous besoin. Il s'est passé beaucoup de choses cette année. Il y a eu ceci, cela, ceci, cela. Voilà, on a besoin là d'un peu de repos, de prendre un peu de bon temps, d'aller au marché de nuit, voilà, de se promener sous la neige. Enfin voilà, donc la neige, on n'est pas près d'en avoir, en tout cas à Saint-Denis. Appelez-nous dès maintenant au 02 62 566 566. Donc je vous le rappelle, vous nous appelez en tout anonymat, pas besoin de dire votre nom, mais bien sûr, ça inclut qu'il ne faut pas non plus citer les marques ou les noms des autres personnes. Voilà. Si Maître Morel est votre avocat, n'appelez pas, car aussitôt illico, nous couperons la ligne. Voilà, alors on va prendre le premier appel de la soirée. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à l'animatrice. On vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. S'il vous plaît, concernant, bon, quand on rentre dans les grandes surfaces, que ce soit les grandes surfaces, on va dire en général, oui. Et je paye en chèque. D'accord. On refuse mon chèque. Alors, est-ce qu'ils ont le droit ou pas? Ça, c'est une question que... Ah, oui, parce que c'est vrai qu'ils le font, mais on ne sait pas s'ils ont le droit. Voilà, alors, est-ce que les commerçants... pourquoi on refuse les chèques? C'est un moyen de paiement. Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'ils ont le droit? Quelle est votre réponse là-dessus? Voilà. Maître Morel. Tout à fait. Un commerçant, un restaurateur, il peut très bien refuser les chèques. D'accord. Voilà, il peut très bien aussi accepter les cartes de crédit au-dessus d'un certain montant. Ça occasionne des frais. Donc, quand on fait une carte de crédit pour 3 ou 4 euros, c'est vrai que ça fait des frais fixes qui sont importants. Donc, le commerçant, il est libre de choisir les moyens de paiement qu'il accepte. Voilà. C'est légal. Après, bon, c'est vrai que ça peut être enquiquinant si on a un chéquier et puis on n'a pas d'autres moyens de paiement, mais c'est comme ça. Voilà, monsieur, je ne sais pas si la réponse vous aura plu. Peut-être pas, mais c'est la réalité. Vous êtes toujours là, monsieur? Allô, allô? Oui, j'attends. Vous êtes toujours là. Vous avez entendu la réponse? Oui, j'ai entendu, mais c'était un peu flou parce que le téléphone est... Oui, parce qu'il faut couper... En fait, il faut couper le son de la télévision. Oui, voilà. Donc, d'après ce que j'ai compris, voilà. Il a le droit de choisir... Il a le droit, c'est tout à fait légal. Le mode de règlement. Mais nous, on nous dit déjà, il faut liquider les espèces. Il faut carte bleue et... C'est-à-dire liquider les espèces. Je comprends pas. Non, je veux dire comme ça, bon, il nous pousse à ne plus utiliser la monnaie fiduciaire, d'accord? Il nous demande d'utiliser les cartes plus le chéquier, et là, on nous refuse le chèque. Est-ce que c'est légal? Oui, c'est tout à fait. On vous a répondu, c'est tout à fait légal. Un commerçant a le droit de décider du moyen de paiement qu'il accepte dans son commerce. Voilà. Donc voilà, je sais que la réponse ne vous plaît pas, mais apparemment, il me semblerait que les commerçants ne refuseront jamais les espèces sonnantes et trébuchantes. Donc voilà. Ben voilà, monsieur, vous avez votre réponse. Désolé. Merci. Merci à vous. Bonne fête de fin d'année. Au revoir. Voilà, donc c'était notre premier appel de la soirée. Peut-être le dernier, qui sait. Alors, appelez-nous au 02 62 566 566. On a beaucoup d'autres réponses à donner à vos questions.
Et oui, effectivement, les histoires de moyens de paiement, c'est toujours gênant. Hein. Si on a perdu sa carte bleue, qu'on ne peut pas retirer, qu'on n'a que son chéquier et qu'on nous refuse les chèques, c'est difficile, mais bon, apparemment, c'est légal. Eh oui, c'est légal. Voilà, donc... Voilà. Alors moi, je prends des espèces, si vous voulez m'inviter à animer votre c'est vrai que la émission. réglementation sur les espèces a évolué, puisque maintenant, on ne peut pas régler en principe en espèces au-delà de 1 000 euros. Ah bon? Oui. Dans tout commerce? Ben oui, en principe, hein, c'est récent. D'accord. Les paiements en espèces sont limités à 1 000 euros par achat. D'accord. Ah ça, et ça date de cette année? Oui, voilà, c'est récent. Ok. C'est pour ça que le monsieur disait qu'on faisait des restrictions. Exactement, la réglementation a évolué et donc on ne peut pas payer au-delà d'un montant de 1 000 euros en espèces, en cash, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Bon, ça, on apprend quelque chose maintenant. Ouais. Donc, si vous voulez acheter quelque chose qui coûte plus de 1 000 euros maintenant, vous ne pouvez plus le payer avec des espèces. Voilà. Alors, on va prendre l'appel suivant. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Alors oui, en fait, je vous appelle pour avoir un renseignement au sujet d'un poteau d'EDF dans ma propriété. D'accord, un poteau d'EDF. Voilà. Ouais. Et en fait, comme j'ai un permis de construire, c'est en limite des propriétés, si vous voulez. Et quand je demande à EDF de faire le déplacement, ils me disent que c'est à ma charge. Ah, d'accord. Alors, Maître Morel. Oui, mais fait le déplacement, pourquoi? J'ai pas compris, madame. En fait, suite à l'acquisition d'une parcelle de terrain, c'est mon poteau, en fait, avec mon compteur d'EDF, c'est en plein milieu de l'entrée, si vous voulez. C'est-à-dire que vous avez acheté le terrain, le poteau EDF était installé sur votre terrain? Ouais, j'ai acheté un terrain, mais qui est borné avec mon terrain actuel. D'accord. Et... Donc, mon poteau, le poteau EDF me dessert. Et EDF me dit que sous prétexte que le poteau me dessert, c'est à ma charge de déplacer. Mais qu'est-ce qui est à votre charge? Le changer d'endroit? Oui, c'est ça. Ah bah oui, c'est vrai ça. Tout à fait. C'est à ma charge. Oui, c'est à votre charge, tout à fait. Donc le poteau à ma charge et le compteur, c'est la charge d'EDF. Écoutez, je ne connais pas le détail de la réglementation d'EDF, mais effectivement, si vous demandez qu'un poteau électrique soit changé d'endroit pour vos commodités personnelles, pour construire ou autre. Non, en fait, c'est pas pour des commodités personnelles, c'est comme j'aimerais clore c'est ça, oui, ma propriété. Ça s'appelle comme ça. C'est ça. C'était pas... Les commodités, ça veut dire pour ce que vous souhaitez faire, pour ce que vous souhaitez arranger. Donc, c'est normal qu'à partir du moment où vous souhaitez clôturer, le poteau gêne, donc forcément, ils vont vous demander des frais pour déplacer. Après, vous pouvez toujours essayer de négocier avec eux, mais je crains qu'ils vous demandent au minimum une participation. Je vous remercie, monsieur. Moi, je vous en prie, madame. Bonne soirée. Bonne soirée à vous et joyeuses fêtes à vous. Et joyeuses fêtes à vous aussi. Merci. Merci, madame. Joyeuses fêtes de fin d'année. Au revoir. Et on va prendre l'appel suivant. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Je voudrais avoir du renseignement, s'il vous plaît. Oui, on vous écoute. C'est pour un ami. Elle a fait un crédit quelque part, je ne cite pas le nom. D'accord. Et c'est un crédit de 2 000 euros. Ok. Et elle voudrait savoir, comme elle est RMI, elle est toute seule, et elle voudrait savoir, est-ce que les huissiers ont le droit de saisir son compte si elle peut se voir la CAF? Alors, si elle perçoit la CAF, est-ce que les huissiers ont le droit de saisir son compte en banque personnelle? Oui. Voilà, donc ça, en rapport avec le crédit. Voilà, elle a pris un crédit, mais comme elle a déménagé, le loyer c'est plus cher maintenant, et donc elle n'arrive plus à s'en sortir, et elle ne peut pas payer son crédit. D'accord. Et c'est avec une banque qu'elle a pris le crédit? Ou avec un commerçant? C'est un commerçant, oui, c'est d'accord. Alors, c'est quoi, madame? Alors, madame, le crédit, donc elle ne peut plus le rembourser, c'est ça? Oui. Bon, bah oui. C'est moyen, les venus trop faibles maintenant. Alors, elle a intérêt quand même à essayer de voir la banque pour négocier. Je vais vous dire pourquoi. Parce que toutes les prestations familiales, c'est saisissable au-dessus d'un certain montant. Moi, je ne sais pas combien elle touche. Mais alors, elle touche 600 euros par mois. Alors, si elle touche 600 euros par mois, les huissiers ne pourront rien saisir, parce qu'on est en deçà du minimum vital pour vivre. Mais imaginons qu'elle retrouve du travail demain, et qu'elle perçoive, par exemple, 1 100 euros par mois, à peu près le SMIC.
À ce moment-là, l'huissier pourra saisir le remboursement du crédit qui n'a pas été fait entre les mains de son employeur. D'accord. Vous voyez? Cette personne, elle croit qu'elle va rentrer la prison pour ça. Pardon? Elle croit qu'elle risque la prison. Ah non, je vous ai pas dit ça. Hein. Non, elle va pas aller en prison. Là, c'est une dette, si vous voulez, qui est. Ça va, c'est pas un crime. C'est une dette civile, hein. Donc le banquier va prendre. Le même erreur la prochaine fois. Pardon? Quand les personnes font ça, c'est une erreur à ne plus faire, c'est un crédit. C'est sûr que si on prend un crédit et qu'on a du mal à rembourser, c'est compliqué. Mais moi, ce que je conseillerais à cette personne... monsieur, après, quand on la convoque au tribunal, est-ce qu'il faut qu'elle parle tout ça? Ah, mais bien sûr. Hein, le pire, c'est de ne pas partir. La justice vous convoque, il faut y aller. Pourquoi? Parce on peut demander des délais de paiement. Hein, imaginons qu'elle devait rembourser encore sur 12 mois, qu'elle n'arrive pas à rembourser sur 12 mois, elle peut demander à payer sur 20 mois ou sur 24 mois. Ça, c'est la première chose. Elle a déjà demandé, la personne qui fait ça n'accepte pas. Oui, mais moi, ce que je vous ai dit, c'est pas demander à la banque, demander au tribunal. Hein? Et c'est pas la banque qui commande le tribunal, c'est le tribunal qui commande la banque, parce que le tribunal, c'est la loi, et la loi, elle nous commande tous. Donc, le juge peut imposer un réétalement de la dette. Ça, c'est la première chose. D'accord? D'accord. La deuxième chose, si cette personne-là, elle a plein de petites dettes comme ça à droite, à gauche. Oui. Hein, elle doit à EDF, elle doit aux impôts, elle doit à la banque. Elle peut faire ce qui s'appelle un surendettement de particulier. Donc elle va à l'IEDOM, retirer un dossier pour faire un surendettement, pour étaler le remboursement donc, de ses dettes sur plusieurs années. Ça aussi, c'est possible. D'accord. D'accord. Et là, cette personne a peur parce qu'elle... Non, il ne faut pas avoir peur. C'est embêtant, c'est stressant, c'est ennuyant hein, d'être dans cette situation. Mais il faut pas... Elle a pris un meuble de TV et est-ce qu'il faut qu'elle y rende la marchandise ou pas? Alors là, ça dépend du contrat. Si sur le contrat, il y a ce qui s'appelle une clause de réserve de propriété qui dit que le meuble de télé, il appartient au vendeur tant que c'est pas payé, le vendeur pourra peut-être récupérer. Mais c'est une négociation. Si vous allez voir le vendeur, hein, elle lui doit, je sais pas moi, elle lui doit 500 €. Et elle devait payer 100 € par mois. Elle peut pas payer 100 € par mois. Elle peut négocier, payer 50 € par mois, vous voyez? D'accord. Un créancier, il préférera toujours être payé petit lampe, comme il dit, plutôt que ne pas être payé du tout, arriver dans un contentieux, reprendre le meuble. Donc il faut aller voir les créanciers, il faut négocier créancier par créancier et proposer un étalement de la dette. Voilà ce qu'il faut faire. Mais combien de questions on a le droit de vous poser chez vous? 10. Normalement, une seule, madame. On va demander au standard s'il y a beaucoup de monde après. D'accord. Il y a du monde qui attend, Je te dis joyeux Noël. Merci, joyeux Noël à vous, madame. Bon courage. Oui, c'est Noël, donc moi, je vais être dans le thème ce soir. Voilà, et moi, je vais oublier mon bonnet. Moi, j'ai oublié mon bonnet, madame, désolé. Allez, joyeux Noël. Merci. Merci, joyeux Noël, bonne fête de fin d'année. Au revoir. Alors, y a-t-il encore du monde au standard? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur, bonsoir, bienvenue. Monsieur. Je voudrais un petit renseignement, s'il vous plaît. Oui, on avec plaisir. Pourquoi je n'ai pas le droit de la prime de Noël, moi? La prime de Noël, c'est-à-dire, c'était pas une blague, hein, c'est une vraie question. Non. Ok. Moi, je ne gagne pas la prime de Noël. Ok, d'accord. Donc, vous voulez savoir pourquoi vous n'y avez pas droit? Vous êtes employé? Salarié? Non, je gagne la... La quoi? Je gagne l'argent de la CAF, là. La CAF? Oui. D'accord. Alors, là, c'est pas une question juridique, hein. C'est une question sur l'ouverture des droits sociaux. Combien vous gagnez par mois, monsieur, à peu près? Au total de vos différents revenus sociaux, combien vous gagnez? Monsieur, vous nous entendez? Oui. On vous a posé la question, donc, combien vous gagnez au total comme revenus sociaux par mois? C'est pourquoi je ne gagne pas la pension de Noël. Monsieur, pour vous répondre, on a besoin que vous répondiez à une autre question. Combien vous gagnez par mois en prestations sociales? Je gagne 845 €. 1145? Non, 845, d'accord. 800,45. Et vous êtes tout seul chez vous? Vous êtes tout seul à la maison? Je suis moi et ma femme. Oui, écoutez, vous devez être au-dessus des barèmes. Hein. Vous savez, c'est les primes comme ça, les primes de rentrée, les primes scolaires, les primes de Noël. Allô, mais attends pas. Il y a un problème avec le micro. Vous m'entendez pas là? Oui, là j'entends. Alors, voilà. Ce que m'explique à vous, monsieur, c'est que les primes comme ça, c'est le gouvernement qui décide qu'au-dessus d'un certain montant, on n'a point droit.
Donc la prime de Noël, voilà, point le chiffre en tête exact, mais ça doit être au-dessus de... vous devez percevoir des sommes qui sont supérieures au plafond. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas le droit. Mais ça, c'est le gouvernement. Je ne peux pas vous dire... Parce que moi, je gagne 845 alors maintenant, il peut y avoir une erreur aussi. Donc vous pouvez aller très bien à la CAF et vous renseigner. Mais je dois dire très modestement que je n'ai pas en tête le revenu plafond pour percevoir la prime de Noël. Comme c'est pas... Je vous remercie. Bonne fête. Voilà, vous aussi, monsieur. Bonne fête. Allez, bon courage. À bientôt. Merci, monsieur. Bonne fête de fin d'année. On est donc sur Télécréole, sur les experts 0262 566 566 si vous avez des questions à nous poser. Allô, bonsoir. Bonsoir, voilà. Bonsoir. Je téléphone là. J'ai un voisin qui a fait des travaux sans mon autorisation. Il a monté sur mon toit par une entreprise. Le souci là-dedans, c'est que mon toit maintenant, il est abîmé. Et comme c'est récent, quoi, j'ai fait la rénovation du toit et je voulais savoir si est-ce que je suis en droit de lui réclamer la reconstruction de mon toit. Alors, oui, tout à fait, à condition d'avoir la preuve que c'est lui qui a commis ces dégâts. Oui. Je m'explique. Oui. Est-ce que lui reconnaît que qu'il est à l'origine des dégâts qu'il vous a occasionnés? C'est-à-dire une partie, mais comme l'assurance, maintenant, c'est en cours, mais c'est pas Voilà, le problème, c'est que vous allez avoir une difficulté de preuve. Oui, mais j'ai la preuve, j'ai des photos et tout. Quand il a monté sur mon toit. Ah bon, vous l'avez pris en photo pendant qu'il travaillait sur toi? Les pas. Et puis j'ai vu que... Oui, mais les pas, c'est pas forcément, c'est pas à lui, vous voyez? Non, c'est l'entreprise, parce que mon toit ne coulait pas. Bon, moi je connais pas votre dossier, comme je vous dis, si vous avez la preuve que c'est lui ou l'entreprise qui l'a embauché, qui abîme votre toit, oui, il doit réparer. Donc non, vous lui réparer, mais demander entièrement la réparation, comme j'ai fait une dépense. Réparer, c'est-à-dire remettre en état. Remettre en état, mais pas la non, pas changer votre toit. Pas changer votre toit, remettre en état. C'est-à-dire que si il y a eu des tôles froissées ou abîmées, il doit remettre en état. C'est-à-dire effectuer les réparations nécessaires. Oui. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de lui faire une lettre recommandée avec accusé de réception, en lui envoyant les photos, disant monsieur... Non, mais c'est l'assurance qui s'en charge. Ah ben, si l'assurance qui s'en charge, vous n'avez rien à faire, alors pourquoi vous cassez la tête? Non, c'est que je voulais voir si faire une reconstruction... Ah non, vous ne pourrez pas changer votre toit. Enfin, à moins qu'il ait complètement démoli votre toit. Non, il n'a pas démoli, mais il a une dans ce cas-là, non. On est tenu de réparer que ce qu'on a cassé. Mais comme il est monté sur mon toit sans autorisation. Alors non, ça c'est un autre problème, madame. Ça, effectivement, c'est pas bien. Mais c'est pas pour autant qu'il vous doit un toit neuf. D'accord? Voilà. Donc là, si l'assurance fait des réparations, c'est très bien. Il faut s'assurer que ça soit bien réparé, parce qu'un toit qui coule, c'est embêtant. Oui. Voilà, surtout en saison de forte pluie, là, les pluies vont arriver. Oui. Mais, pour autant, il n'a pas été très correct, mais il n'est pas dans l'obligation de vous donner un toit neuf. Non, mais par exemple, si le toit n'est pas comme il était, quoi. Ah, ben ça, c'est un autre problème. C'est pour ça que je vous dis, vous avez intérêt à faire un devis, voir avec l'assurance, que les réparations soient bien faites. Ça, vous pouvez exiger. Voilà. Tout à fait. D'accord, c'est bon alors. Merci quand même. Allez, merci, bonne madame. soirée, bonne fête, madame. Bonne soirée, joyeuse fête à vous. 0262 566 566, on va prendre l'appel suivant. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Voilà, moi j'aurais une question à poser. J'aurais aimé savoir, est-ce qu'on a le droit de... Voilà, bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il y a le droit de déshériter quelqu'un? Alors, est-ce qu'on a le droit de déshériter quelqu'un? Alors, c'est qui hérite de qui? Est-ce que les parents ont le droit de déshériter leurs enfants? Ma maman, oui. Elle avait un bien. Elle a quoi? Elle avait un bien. Elle avait une maison, bien. D'accord. Des meubles. Ok. Mon frère, en fait, c'est lui qui avait la charge. Il a pris les meubles. Oui. Et voilà, il a vendu la maison, mais nous, on n'a rien eu. En fait, 2 enfants, on n'a rien eu. Alors, vous étiez combien d'enfants? Vous étiez 3? À 5. Ah bon, vous me dites 2 qui ont eu. Il y a 3 qui ont eu, alors? 3 qui ont eu, et 2 qui n'ont pas eu. C'est plus compliqué que ça. En principe, si elle meurt, elle a des biens, chacun a un 5e, à défaut de testament. Oui. Deuxième hypothèse, elle meurt, il y a des biens, mais il y a un testament. Elle peut favoriser certains enfants. Oui. Mais chaque enfant a une part minimum.
Non, il y a 2 qui n'ont rien eu. Non, mais c'est ce que je vous dis. Hein. Oui. Troisième cas de figure, elle a vendu avant de mourir. Oui. Et là, elle fait ce qu'elle veut. Ah, d'accord. Ah oui. Là, elle fait ce qu'elle veut. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais par exemple, où elle meurt, elle n'a plus de bien. Elle a vendu. L'argent était sur le compte. Voilà, elle a vendu, elle a retiré l'argent et elle a donné aux 3 enfants. Non, mais c'est pas, en fait, c'est pas elle. En fait, moi, d'après bon, c'est vrai que c'est des on-dit. Quand elle est décédée, en fait, la somme qui était sur son compte, elle est décédée au bout de 2 mois après. D'accord, elle avait de l'argent sur son compte, donc l'argent aurait dû être partagé, c'est ça que vous voulez dire? Alors, si l'argent aurait dû être partagé, si elle est morte, il y avait de l'argent, on aurait dû partager l'argent en 5. Donc là, il y a un problème. Voilà, et voilà, il y a 2 qui n'ont pas eu. Là, il y a un problème. Si vous me dites qu'il n'y a que 3 enfants qui se sont servis, il y a un souci. Donc, il faut voir le notaire qui a liquidé la succession. Et s'il n'y a pas de notaire, il faut éventuellement, si vous avez la preuve qu'au jour J où elle meurt, il y a une certaine somme en euros sur son compte, là, il faut réfléchir à une procédure éventuellement pour récupérer chaque enfant qui n'a pas eu. Donc, 1/5 de la somme qui était sur le compte pour chaque enfant. Voilà, parce que moi, je ne dis pas que c'est facile, hein. Je ne dis pas que c'est facile, parce que votre maman, elle est morte, elle n'est plus là. Il faut les relevés bancaires, montrer qu'il y avait l'argent, mais je pense qu'il y a une possibilité. Ah. Voilà. Mais je dois m'engager vers quoi? Vers où? Il faudrait déjà faire une lettre recommandée aux 3 enfants, que les 2 enfants qui n'ont rien eu se regroupent, fassent une lettre recommandée à chacun des 3 enfants qui, donc, chacun d'entre eux a été servi, en réclamant le 1/5 de la somme en question. Donc 2/5 pour les 2 enfants. C'est la première étape, vous allez bien voir ce qu'ils vous répondent. D'accord, mais je dois faire ça avec le notaire ou pas? Non, vous faites déjà la lettre seule. Il y a un notaire qui a réglé la succession? Oui, personnellement, moi j'ai fait une lettre au notaire et il ne m'a pas rendu réponse. Alors, faites la lettre directement aux 3, vous et le frère ou la sœur qui n'a rien eu. Faites les 3 lettres aux 3 qui ont été servis et prenez rendez-vous avec le notaire pour avoir les renseignements. D'accord. D'accord? Merci beaucoup. Voilà, merci. Joyeux Noël. Joyeux Noël à vous, madame. Joyeux Noël et bonne soirée. Bonne soirée. Merci, au revoir. On est donc chez les experts. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Morel. Bonsoir, madame. Bonsoir. Excusez-moi, je voulais poser une question à monsieur Morel. Oui. Voilà, j'ai été locataire et j'ai acheté la maison. Oui. Et il y avait un mur, une clôture, et le mur de la maison faisait le mur du mitoyen et tout ça pour entre le voisin et moi en fin de compte. D'accord. Et la clôture faisait 4 ans de pierre plus une clôture avec un dénivelé à peu près 3 mètres et 4 mètres sur le voisin qui descendait. Et pour que je puisse avoir l'accès pour faire l'étanchéité de la maison, et le propriétaire négocié de 40 cm pour que je puisse passer derrière, faire l'étanchéité pour passer chez le voisin derrière. Il a donné 2 000 €. Donc ce monsieur s'est amusé à monter une clôture qui dépasse ma maison et qui est remblayée avec un mur qui n'est pas fait dans les règlements. Et ce mur dépasse quasiment près de 5,20 m à l'arrière et 4,20 m. Et c'est pas un mur qui est fait en moellon, en parpaing, et qui risque de tomber qui penche déjà sur qui risque de tomber. D'accord. J'essaie de discuter avec lui, c'est impossible. Et je ne sais pas quoi faire. Quelle procédure? Alors, monsieur, pour être sûr d'avoir bien compris, vous me dites que le mur dépasse, mais il dépasse de quoi? Il déborde chez vous? Non, il dépasse le toit de la maison. Ah, le mur est trop haut par rapport aux règles d'urbanisme? Oui. D'accord. Donc ça, c'est un premier problème. Et deuxièmement, le mur n'est pas solide. N'est pas solide. Bon. Il a remblayé le mur. Il a remblayé hier. Alors, attendez, il y a 2 problèmes différents là, qu'il faut bien scinder. D'abord, vous me dites que le mur est trop haut par rapport à ce que prévoit le plan local d'urbanisme. Voilà. Bon, donc il faut vous rapprocher de votre commune, la mairie, qui va envoyer la police municipale faire un constat, qui va mesurer, qui va prendre des photos, qui va lui demander de se mettre en règle par rapport aux règles d'urbanisme. Ça, c'est la partie, j'allais dire, hauteur excessive. OK? Oui. Bien. Maintenant, pour la solidité du mur, alors ça, c'est différent. La mairie ne pourra rien faire. Il faudrait que vous saisissiez le tribunal. Il faut aller voir un avocat. Il faudra désigner un expert judiciaire, un expert en mur. Ça existe,
des experts qui connaissent bien comment on monte un mur, à la base quelle épaisseur il faut, qu'est-ce qu'il faut comme évacuation pour l'eau, etc. Comment structurer le mur avec du fer, est-ce qu'il faut des moellons, bref. Il faudra une expertise judiciaire pour que l'expert puisse confirmer ce que vous nous dites, à savoir que le mur n'est pas solide. Et là, le tribunal pourra ordonner soit la démolition du mur, soit la reconstruction du mur selon les règles de l'art. Mais bon, c'est pas forcément facile et ça fait des frais, hein, parce que vous allez devoir faire à l'avance des frais d'avocat, des frais d'huissier et des frais d'expert. Et bien justement, j'ai commencé à faire les démarches. Oui. Et j'ai regardé un peu sur Internet qu'est-ce qu'il fallait faire. Oui. Et je me suis rapproché au plan de l'urbanisme. Oui. Et qu'on m'a conseillé d'aller voir la police municipale. Et l'histoire, c'est que je suis allé voir la police municipale. La police municipale me dit qu'ils ne sont pas mandatés pour faire des constats ou ni des photos. Alors, comme je vous dis, il y a deux choses différentes. La police municipale, si elle peut constater la violation des règles d'urbanisme. Ça, c'est la hauteur trop importante. La police municipale ne va pas s'occuper de savoir si le mur est solide ou pas. Vous voyez, il y a deux volets là. Oui. Donc, pour le deuxième volet, il faut faire un constat d'huissier. Hein, d'accord. Pour montrer que le mur, je sais pas, qu'il commence à s'écrouler, par exemple. Et une fois que le constat d'huissier est fait, il faut aller voir un avocat qui va faire un référé pour voir désigner un expert judiciaire. Mais si jamais le mur tombe sur ma maison pendant les périodes cycloniques... Ah, ben oui, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas tarder, il faut le faire vite. Oui, il faut faire ça maintenant. Plus vous faites vite, mieux c'est. Mais c'est vrai que malheureusement, je ris avec les nerfs. Ça ne va pas se faire en 4 jours, c'est vrai. D'accord. Surtout que là, on arrive en fin de semaine aux vacances judiciaires. Moi, je dis toujours, la justice, c'est comme l'école. Hein, dans les vacances, ça ne fonctionne pas. Bon, sauf bien sûr pour les affaires graves et urgentes. D'accord. Mais une affaire de mur, bon, c'est pas forcément l'affaire du siècle. Ouais. Donc, c'est un problème. Hein. Moi, je vous conseille quand même de faire le constat d'huissier, de prendre la tâche d'un avocat, de commencer les démarches. Mais ça ne va pas se régler comme ça en 3-4 jours. Hein. Il faudra du temps. Je m'y mets. Ben, allez-y, bon courage. Ouais, merci bien. Bonne fin d'année à vous, monsieur. Bonne fête. Bonne fête à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne fête. On est donc sur le plateau des experts. Il y a beaucoup de monde au standard. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Bonsoir. Merci. Voilà, je téléphone, c'est pour avoir un renseignement, s'il vous plaît. Oui, on vous écoute. On vous écoute, monsieur. Voilà, j'ai mon mur en contrebas de mon terrain, qui est un mur moellon de soutènement, et qui est en... Comment ça s'appelle? Il est en voisin avec une petite impasse dans le fond. D'accord. Donc, il y en a un particulier qui a demandé à EDF de faire une tranchée pour passer un câble EDF. D'accord. A été fait par une entreprise privée extérieure, c'est-à-dire ils ont désigné une autre entreprise pour faire les tranchées. Oui. Et au moment de la fondation, c'est-à-dire au moment des fouilles, ils sont venus sous mon mur moellon, c'est-à-dire ils ont fouillé sous mon mur. Ok. J'ai constaté ça pendant qu'ils étaient en train de faire les travaux. Ils m'ont pas dit, hein, c'est moi qui étais descendu voir. Et j'ai vu que mon mur s'était un peu affaissé, il y a eu des fissures. Ah, d'accord. D'accord. J'ai constaté qu'avec le maître d'œuvre, hein, il était venu sur place. D'accord. Et lui, il m'a proposé de que reboucher les fissures, que j'étais pas d'accord. D'accord. Donc il a contacté le représentant d'EDF qui était venu sur place. Il m'a dit qu'il voulait reboucher uniquement les fissures. Moi, j'étais toujours pas d'accord. J'ai contacté la maison mère, c'est-à-dire j'ai écrit à EDF. Oui. Et EDF, la première fois, ils m'ont répondu comme quoi que faire la procédure, en fin de compte, juste reboucher les trous est suffisant. Moi, étant donné que c'était un mur soutènement, qu'il y a des gens qui passent dessous avec des véhicules ou des bétons, hein. Oui. Et donc il y a un risque important de dire que le mur échappe. Donc d'accord. On n'est pas expert pour dire que le mur échappe ou il ne m'échappe pas. Oui. Ok. Et donc là, vous voulez... une expertise, mais les autres n'ont pu répondre à moi du coup. D'accord. Donc là, vous voulez savoir comment faire, quelle procédure. Alors, c'est un peu comme le monsieur d'avant, là. Il faut que vous fassiez un constat d'huissier pour montrer que le mur a été fragilisé. Oui. D'accord. Vous pouvez couper le son de la télé, s'il vous plaît, monsieur, parce qu'on a un écho. Le son est baissé normalement. Ah bon? Bah, on a un écho. Bon. D'accord. Alors, donc, constat d'huissier pour constater que le mur a été fragilisé, premièrement. Deuxièmement, il faudra des témoins, hein, donc des témoignages écrits. Moi, il y a une photo aussi, matière de photo. Voilà, oui, mais les photos, on voit la camionnette de l'EDF en train de faire les travaux et tout?
On voit quoi? C'est pas, en fin de compte, c'est un sous-traitant. Une entreprise. Voilà, d'accord. Donc si on voit bien la camionnette avec le nom de l'entreprise et tout, les photos, c'est bien. Oui. C'est bien aussi d'avoir des témoignages écrits de 2 ou 3 voisins ou des gens, des personnes qui vous connaissent, qui ont vu les travaux se faire. Là-dessus, constat d'huissier, photo, il faut aller voir un avocat. Il faut installer un référé expertise, comme pour le téléspectateur qui a appelé juste avant vous. Oui. On va faire désigner un expert judiciaire pour montrer que les travaux de l'EDF ou du sous-traitant de l'EDF ont fragilisé la structure du mur. Oui. Et que ce n'est pas simplement des petites fissures, je dirais, qui sont pas jolies à regarder, mais que ça a fragilisé, ça a en quelque sorte cassé une partie des fondations du mur. Et que donc, on va demander à l'expert judiciaire qui sera désigné par le tribunal de préconiser quelles sont les réparations. D'accord. Alors, il y a peut-être du fer à remettre, peut-être du ciment à remettre, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Et il va chiffrer ça, et dans la foulée, donc, le procès va se poursuivre. Il faudra assigner le sous-traitant et EDF en comportement fautif. Ça s'appelle la responsabilité délictuelle, la responsabilité civile délictuelle, pour pouvoir condamner ces 2 organismes, la société et l'électricien, à vous rembourser et à remettre en état le mur. D'accord. Parce que, je voulais préciser, par contre, mon mur était un peu fêlé au début, parce qu'avec les mauvais temps, et puis comme c'était un mur soudainement, avec le temps, il a travaillé, mais il a eu des petites fissures. Mais avec les travaux qu'ils ont fait, les fissures plus importantes sont apparues. Lui, il me dit que c'était à cause de mon mur, il n'était pas monté correctement. Alors, bon, après, il peut y avoir des débats. Vous savez, dans un procès, il peut y avoir des débats de toutes sortes. Il peut très bien, effectivement, chercher à mettre la faute sur vous. Mais ça, c'est l'expert judiciaire qui va le dire. Est-ce que le mur, vous savez, les murs, moi j'ai appris ça sur des expertises, il y a des règles. Plus un mur est haut, plus la base est importante. Il faut des chicanes pour faire évacuer l'eau. Il faut du fer. Ça y est là. Voilà, exactement. Mais il y a des règles, ce que je veux dire. Et quand un mur n'est pas monté dans les règles de l'art, ça arrive de temps en temps, il s'écroule. Surtout dans notre pays, à La Réunion, quand il pleut, il pleut. C'est pas, il plaisante pas. Voilà. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que c'est l'expert qui dira si ce qui est arrivé, ça résulte d'une mauvaise construction du mur, ou si vraiment, par leurs travaux intempestifs, ils ont fragilisé la structure du mur. Ok, d'accord. D'accord. Tout ça, il faut toujours passer par un avocat. Alors, il faut passer par un huissier et faire un constat d'abord, et après aller voir un avocat, tout à fait. Donc, il fait constater par un huissier d'abord? Oui, moi je vous conseille de faire constater par un huissier, parce que le tribunal ne se contentera pas de photos. Il va vouloir avoir un constat d'huissier. Et l'huissier, où ça, il peut trouver ça? Dans la nuit, on regarde les pages jaunes, huissier, un paquet d'huissiers à Saint-Denis, enfin je ne sais pas où vous êtes d'ailleurs, à Saint-Denis ou dans la ville où vous êtes où? Tampon. Tampon, peut-être au Tampon il n'y a pas, mais Saint-Pierre il y a des huissiers. Il y a des très bons huissiers à Saint-Pierre. Je vais me rapprocher des huissiers, puis poser la question comment ça fonctionne. Voilà. Ok. Merci bien pour votre renseignement. Mais je vous en prie, monsieur. Bonne fin d'année à vous, bonne fête. Tout ce plateau. Merci, bonne fête à vous aussi, monsieur. Allez, au revoir. Au revoir. On est donc sur Télé Créole dans l'émission Les Experts. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est pour une question, s'il vous plaît. Oui, on vous écoute. Alors, en fait, j'ai eu une amende. Une amende, d'accord. Oui, voilà, j'ai une amende, mais j'ai jamais reçu l'amende. Ok. Et là, l'amende date du mois de mars. Ok. Et là, je viens de recevoir l'amende, comme quoi l'amende est majorée. D'accord. Elle est majorée. J'ai fait une lettre au ministère des Affaires publiques, mais il me dit que je dois payer quand même l'amende. D'accord. C'est quoi? C'est une amende de stationnement? C'est quoi, monsieur? Non, en fait, c'est une amende parce que mon petit garçon n'était pas attaché dans son siège auto. Mais cette amende, elle vous a été remise en main propre? Comment ils ont pu... Non. Lors de l'arrestation, là, l'agent a écrit sur une tablette l'amende. D'accord, c'était une amende électronique, d'accord. Oui, voilà. Amende électronique, et il m'a dit que j'allais recevoir l'amende. Il vous a pas eu? Dans 1 ou 2 mois. Mais je n'ai jamais reçu l'amende. Écoutez, malheureusement, vous savez, ça c'est l'État. L'État a toujours raison, surtout que c'est pas des sommes très importantes. Le jeu n'en vaut pas la chandelle de faire un procès. Donc peut-être ce que vous pouvez faire, c'est vous déplacer sur place. Généralement... ils m'ont dit que c'est sûrement pas courrier. Oui, mais l'amende est passée de 90 euros à 470 euros. Alors moi, ce que je vous conseille, monsieur, c'est... Il y a 2 façons de faire. Soit vous prenez rendez-vous au commissariat à l'officier du ministère public. L'officier du ministère public, OMP, c'est un fonctionnaire de police
qui traite ce genre de choses et qui peut-être peut faire un geste. Si ça ne marche pas, vous pouvez saisir le tribunal de police. Ça doit être marqué sur l'imprimé. Vous avez un délai, attention, hein, pour saisir le tribunal de police, qui est un tribunal qui gère les amendes et le juge à ce moment-là peut arbitrer. Ok. D'accord? Okay. Faites attention. Pour saisir le tribunal de police? Faites attention, il y a des délais pour saisir le tribunal de police, hein, mais c'est marqué sur l'imprimé de majoration que vous avez reçu là. Voilà, non, c'est écrit majoration, un mois pour payer. Oui, mais c'est pas marqué en cas de contestation, vous pouvez saisir le tribunal de police dans un délai de temps? Non, j'ai pas vu ça, je crois pas. Faudrait que je regarde. Regardez bien, mais à mon avis, il y a un recours. Et c'est juste écrit pour toute contestation, veuillez contacter, ensuite c'est écrit il y a le numéro. C'est écrit quoi? En cas de contestation. Oui. Veuillez contacter et il y a un numéro. Essayez le numéro. Il y a juste le numéro. Essayez le numéro. Voilà. Appelez le numéro. J'ai téléphoné le numéro. Oui, mais moi je vous conseille dans ce cas-là. C'était à la Réunion le numéro? Oui. Alors, moi je vous conseille d'aller au commissariat, demander à rencontrer l'officier du ministère public. Voilà. Ok? Ok. Voilà. Bon Noël, monsieur. Voilà, monsieur. Bon courage, joyeux Noël. On est donc sur le plateau des experts. Y a-t-il quelqu'un? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, je vais poser une question à Maître Morel, s'il vous plaît. Oui. Pas de problème. Oui, bonsoir, Maître Morel. Bonsoir, madame. Oui, je vous pose une question parce que j'ai un petit souci avec un magasin. Oui. Il y a eu un jugement qui a été fait le 16 octobre 2014. Oui. C'est moi qui ai eu bien une cause. Le magasin doit me rembourser. Oui, c'est quoi? J'ai eu 3 frigidaires avec ce magasin-là et actuellement j'ai le 3e que j'ai des soucis avec. Le juge a ordonné le magasin de me rembourser. De vous rembourser quoi? Quelque chose que vous avez acheté? Frigidaire. Un frigidaire, j'ai pas entendu, pardon. Ouais. D'accord. Oui. Là, ça fait 1 an que moi, j'ai un frigidaire jeté à l'eau. Le dossier est déjà mis dans la main d'un huissier. Oui. Depuis le 26 mai de cette année, c'est mis dans la main d'un huissier. Depuis le 26 mai 2015. Voilà, et à chaque fois que je pars voir l'huissier, le secrétaire me dit qu'ils ont déjà saisi 2 banques, il n'y a rien. Et franchement, moi, j'en peux plus. C'est un frigidaire qui peut faire un incendie, qui peut blesser mes enfants, et tout quoi. Alors, le tribunal a ordonné au magasin de vous rembourser ou bien de changer le frigidaire? De me rembourser. De vous rembourser. Donc, c'est une somme de combien? J'ai eu actuellement 3 frigidaires avec le magasin et j'ai le même souci. Déjà, n'achetez plus de frigidaire là-bas, hein, première chose. Oui. Bon. Deuxième chose, faites plus de la mauvaise publicité. Et troisième chose, c'est une somme de combien que vous avez qui doit vous rembourser? La somme de frigidaire, c'est 524 €. Oui, plus les frais? Après une dommage intérêt de 500 € de plus. D'accord. Donc, c'est à peu près 1000 €. Oui. Le problème, c'est que là, vraiment, l'huissier, c'est la personne qui peut vous aider. Donc moi, je vous conseille de prendre rendez-vous avec l'huissier, hein, même si ce n'est pas une très grosse affaire, il doit vous consacrer un petit peu de temps pour un rendez-vous, pour vous expliquer pourquoi il a du mal à récupérer l'argent. J'imagine, hein, parce que vous savez, huissier, ce n'est pas forcément facile, quand on a en face de soi quelqu'un qui est solvable. Bon, on menace de le saisir, il fait un chèque, éventuellement on le paye en 2 fois, il règle. Quand vous avez quelqu'un, si c'est un petit magasin, si c'est une petite structure, c'est un grand magasin qui est connu. Ah ben c'est pas normal. Alors là, je vous dis franchement. Alors moi, je vous dis, madame, là, ce qu'il faut faire, vous prenez un rendez-vous avec l'huissier. Vous demandez qu'il vous reçoive. S'il ne vous reçoit pas, hein, vous demandez un rendez-vous au président de la chambre des huissiers. D'accord? Parce que les huissiers sont contrôlés, comme les avocats d'ailleurs, par un ordre. Chez eux, ça s'appelle la chambre des huissiers. Hein? Donc, vous prenez les renseignements sur Internet, chambre des huissiers de la Réunion. Et vous prenez rendez-vous avec le président de la chambre des huissiers, parce que là, si c'est un grand magasin, 1000 €, il y a longtemps que vous auriez dû être payé. C'est pas normal. Donc il y a peut-être eu un loupé, il y a peut-être une négligence, mais au bout d'un moment, il faut qu'ils prennent en considération votre problème, qu'ils prennent le temps de vous recevoir, hein, et qu'il aille faire une saisie chez ce grand magasin. Moi, je pensais que c'était un petit commerce, c'est pour ça que c'était compliqué. Mais si c'est un grand magasin, en principe, il doit faire ça très rapidement. D'accord. Voilà. Donc, au président de la chambre des huissiers. D'accord. Mais actuellement, j'ai fait un lettre le 11 décembre là. À votre huissier? J'ai fait un lettre policier à plus de réception. Ben ça c'est bien, c'est bien. Attendez un peu qu'ils vous répondent. C'est un peu trop tôt là, le 11 décembre. Aujourd'hui on est le 18 je crois. Le 16. Le 16, même pas, oui, le 16. Décidément, moi, d'amener, je suis un peu décalé. On est le 16.
Oui. Donc attendez un petit peu, vous voyez le 11, autant que la lettre arrive et tout, c'est un peu juste. Mais si début janvier, vous n'avez pas de réponse, vous prenez rendez-vous avec le président de la Chambre des huissiers. Mais c'est un bon réflexe d'avoir fait la lettre, madame. D'accord, Voilà. Ok, ben je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie, madame, bonne soirée. Bonne soirée, bonne fête à vous. Merci, bonne fête. Merci, bonne fête à vous, madame. On est sur le plateau des experts. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir, monsieur. Merci, bonsoir, Maître Moret. J'ai une petite question pour vous, s'il vous plaît. Je vous en prie. Alors voilà, on est une famille nombreuse, on est une famille de 8 enfants. Oui, oui. Et il y a mon père qui est décédé. D'accord. Ça fait un moment. Oui. D'accord. Et on a une maison familiale. Et l'un de mes frères, lui, ce qu'il a fait de cette maison familiale, il a loué la maison familiale. Mais c'est pas sur le nom, le nom de notre famille. Il a loué, le bailleur, c'était sur le nom d'un autre étranger, d'un nom de famille étranger, quoi. D'accord. Je voulais savoir, est-ce que, déjà, il a le droit de faire ça, d'accord? Mais supposons que ma mère décède, est-ce que moi et les autres enfants ont le droit de lui demander des dédommagements à ce frère qui a loué la maison en faisant passer le bail sur un nom étranger à la famille? Alors, moi, je pense que le gros problème, c'est pas tellement qu'il ait pris un nom étranger à la famille. Bon, c'est vrai que c'est anormal et c'est fautif. Il n'a pas le droit de faire ça. À mon avis, là où ça va pas, c'est que j'imagine qu'il perçoit le loyer tout seul. Exactement. Voilà, le problème, il est là. D'accord? Donc, si vous êtes 8, il devrait redistribuer le loyer en 8, chacun touchant un huitième. Donc, s'il ne le fait pas, il faut voir un avocat faire une procédure. Qui n'est pas simple. Parce que vous me dites que votre papa est mort, c'est votre maman qui est encore là, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc, la part de succession de votre papa, déjà, il faudrait voir un notaire pour régler la succession de papa. D'accord. Bon. Et puis, comme ça se passe pas bien, il faudrait prévoir pour la succession de maman. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre rendez-vous chez votre notaire pour vous faire conseiller. Je pense que, aussi, vous allez devoir, les 7 frères et sœurs qui bénéficient de rien, vous allez devoir faire une procédure contre ce frère pour récupérer la part des loyers qui vous revient. Parce que vous avez compris qu'en principe, s'il était correct, il aurait dû prendre que 1/8 du loyer tous les mois et redistribuer aux frères et sœurs le reste. D'accord. Et là, c'est pas bien. Il s'avère aussi que, bon, il a quitté la maison, c'était lui qui habitait dans cette maison familiale, mais il a quitté cette maison pour aller dans un loyer, d'accord, et pour qu'il perçoive l'aide au logement, ce qui fait qu'il a l'aide au logement, et il perçoit aussi le loyer de la maison familiale. Ah, c'est pour ça qu'il a changé de nom. C'est encore, si vous voulez, une autre question. Est-ce qu'il a le droit ou pas de percevoir l'allocation logement, ce qu'on appelle l'AL, qui est servie par la caisse d'allocation familiale? Ça, je ne sais pas s'il rentre dans le cadre ou pas, ça dépend des revenus. Si vous êtes sûr qu'il n'a pas le droit, vous pouvez très bien faire une réclamation à la CAF. Hein. Mais j'allais dire, ce n'est pas le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est que vous voyez un notaire pour régler la succession de votre papa, puisque lui, il n'est plus là, et voir par rapport à maman, à la part de maman, donc 50% du bien, comment ça peut se régler. Et si ça ne se règle pas, il y aura un procès. Et puis l'autre volet, comme je vous disais, c'est installer une procédure pour récupérer des loyers qu'il a indûment perçus et détournés en sa faveur. D'accord. D'accord? D'accord. Ok. Ben, je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie, monsieur. Joyeux Noël à vous. Merci. Au revoir. Merci de même, au revoir. Merci, monsieur. Bonne fête à vous. Bonne soirée. Au revoir. On est donc sur le plateau des experts. Y a-t-il quelqu'un ensuite? Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, Maître Morel. C'est Marie-André. Bonsoir, Marie-André. Alors, on reste anonyme pour la suite. Hein. Oui. Alors, je téléphone pour mes parents. Alors, ils sont dans un logement social. Oui. Mais maintenant, ils sont propriétaires, puisqu'ils ont déjà acheté. Alors, je voudrais savoir si elle peut décider librement si elle peut vendre à un de ses enfants plus cher ou moins cher à la maison, du moment que sur l'acte, c'est à 100 000 euros. Alors, je reprends, je reformule pour savoir si j'ai bien compris. Oui. Vos parents étaient dans un logement social qui sont finalement achetés. Voilà. On est d'accord, ils sont propriétaires aujourd'hui. Oui. Donc, madame, si là, les propriétaires, il fait ça qu'ils veulent. D'accord. C'est-à-dire, il peut vendre au prix qu'ils veulent,
soit à un étranger, soit à un des enfants. D'accord. C'est pas parce qu'ils ont acheté 100 000 euros qu'ils peuvent pas vendre, s'ils veulent favoriser un enfant, le petit dernier, ils vendent à 80 000. Ou au contraire, ils font un bénéfice, ils vendent à 120 000 à un autre enfant. D'accord. Ils sont totalement libres parce qu'il y a un grand principe en droit français, c'est la liberté pour gérer son patrimoine. Oui. Et donc, s'ils sont vivants tous les deux, s'ils sont sains d'esprit tous les deux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de la case. Ils peuvent aussi la vendre à un étranger et puis faire le tour du monde avec l'argent. Ils font vraiment ce qu'ils veulent. Il y a vraiment une grande liberté. D'accord. Voilà. Alors, j'ai une deuxième question. Oui. Par exemple, s'ils vont faire une donation à une de ses enfants. Combien il y a d'enfants? 4. Il y a 4, d'accord? D'accord. Alors, par contre, il y a une qui est handicapée. D'accord. Voilà. Elle est illettrée, elle est handicapée moteur. D'accord. Voilà. Alors, je voudrais savoir si elle peut donner à une de ses enfants, dont tous les enfants sont d'accord pour donner à quelqu'un. D'accord. Alors, sachant qu'on veut l'inclure dedans, la personne handicapée. Oui. Et les parents va garder la jouissance. D'accord. C'est-à-dire qu'ils vont donner à une personne et ils vont garder jusqu'à leur décès et puis ensuite ça lui reviendra à elle. Alors je sais pas. Alors à elle et à l'autre qui est bien tête. D'accord. À 2 personnes. Okay. Voilà. Je ne sais pas si j'ai tout compris, madame. D'abord, qu'on soit handicapé ou pas, même si elle est handicapée mentale. Oui, moteur. Oui, moteur. Elle est bien sa tête, hein. Elle est bien sa tête. Elle est bien dans sa tête? Oui, sauf qu'elle ne sait ni lire ni écrire. Oui, d'accord, mais ça c'est un autre problème. Si vous voulez, le niveau d'instruction n'a rien à voir avec les droits dont on peut bénéficier. Donc elle est handicapée, ça ne rejaillit pas sur ses droits. Il y a 5 enfants, elle a droit à un 5e. Ça c'est la première chose. D'accord? Oui. Elle n'a pas droit à plus, mais elle n'a pas droit à moins. D'accord. La deuxième chose, si j'ai bien compris, les parents veulent donner le bien à un enfant, c'est ça? Voilà. À un enfant, ils veulent donner à l'enfant ce qu'on appelle la nue propriété, tout en gardant l'usufruit. C'est-à-dire ils vont continuer à habiter dedans. Voilà. Bon, ça c'est possible. Sauf que, pour pas que les 4 autres enfants soient lésés, dont celle qui est handicapée, ils vont devoir, si vous voulez, soit leur verser une compensation, soit s'ils n'ont pas les moyens, s'ils sont malheureux par exemple, ils n'ont pas d'argent, à la mort donc des parents, celui qui a bénéficié de la donation va devoir reverser une part à ses 4 frères et sœurs. D'accord. Pour avoir un calcul exact, il faut voir votre notaire, madame, parce que c'est le notaire qui s'occupe de régler les successions. D'accord. D'accord? D'accord. Bon, je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie, madame. Et joyeuse fête à vous. Mais joyeux Noël. Merci. Au revoir. Beaucoup, au revoir. Bonne fête à vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Les experts, donc, il nous reste à peu près 10 minutes d'émission. Y a-t-il encore du monde au standard? Oui? Allô? Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Bienvenue. Voilà. Merci. Moi, je vous appelle pour vous poser une question un petit peu particulière. D'accord. Voilà, je suis président d'une association. Je ne vais pas donner le nom, bien entendu, pour l'instant. Peut-être qu'au long de la conversation, je vais vous la donner. Non. Jamais. Donc, je suis président d'une association caritative pour aider les enfants qui vont chez la métropole, aider des enfants malades accompagner les enfants qui vont chez la métropole. D'accord. Voilà. Ça, c'est ce qui concerne l'association. Donc, aujourd'hui, pour aider, pour trouver l'aide financière pour pouvoir aider ces parents, justement, qui accompagnent des enfants malades. Donc, on organise régulièrement, on a déjà organisé 2 dîners d'enfants, c'est-à-dire que l'association, elle a été créée au mois de février de cette année. D'accord. Donc on n'aura qu'un an l'année prochaine. Donc on organise des dîners d'enfants. Donc on a fait un dîner d'enfants le 26 septembre à Saint-Pierre. Et donc on avait organisé une tombola. Oui. Pour pouvoir amener un petit peu plus de sous, de trésorerie dans l'association. Et donc il y a quelqu'un qui nous avait offert un billet Maurice aller-retour, 2 billets Maurice aller-retour pour un week-end. Voilà, dans la tombola, comme l'eau. Ouais. On a mis en tombola. D'accord. Il nous avait offert aussi une nuitée pour 2 personnes dans un hôtel.
donc à La Réunion. Donc on a mis ces lots en tombola. Depuis le 26 septembre, on a mis, bien entendu, ça a été sponsorisé par l'association et aussi par la personne qui offrait ces lots. Et jusqu'à aujourd'hui, les personnes sont en train de se battre avec la personne pour récupérer le lot. D'accord. Et donc, mais la personne ne se désiste pas, hein, mais remet toujours, vas-y, allez-y, allez, va voir un agence, faites la réservation et on s'occupe du reste. Donc la personne est partie, la gagnante est partie dans une agence. Elle a laissé un chèque de 1 200 € de caution pour pouvoir réserver son week-end à Maurice. D'accord. Parce que cette personne devait régulariser la situation pour pouvoir bénéficier de son week-end gagnant. Et la personne ne répond plus le téléphone, répond que par message, texto. Et est-ce qu'il y a un recours aujourd'hui pour faire pression sur cette personne? Est-ce qu'il y a moyen de... Je sais pas. Alors, écoutez, c'est pas facile une situation comme ça, hein, parce que moi je crains fort que cette personne elle soit mal embarquée, comme on dit, hein, parce que moi je sens pas trop, hein, quelqu'un qui vous reporte, qui dit bon plus tard, etc. Moi j'aurais envie de dire faites un recommandé à l'association, en tout cas la personne qui est bénéficiaire de ce lot, hein, qu'elle fasse un courrier recommandé au président de l'association en disant voilà monsieur, j'ai assisté à une soirée chez vous à la date due, j'ai eu un billet gagnant. Hein, voilà la preuve qui m'a donné droit à un billet pour une personne ou 2 personnes, Réunion Maurice aller-retour. Et à plusieurs reprises, je vous ai relancé et vous me faites mariner, vous me faites perdre du temps. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien. Donc je vous mets en demeure, dans les 8 jours par exemple, ou dans les 15 jours, de bien vouloir mettre à disposition le billet. Donc ça, c'est une première démarche qui peut être faite. J'allais dire... presque en même temps, vous pouvez aussi aller voir une association de consommateurs, parce que c'est un petit litige. Moi, je ne vous conseille pas à ce stade de faire un procès. Bon, il y en a beaucoup qui sont bien. Il y a Roule Panneau, il y a l'association de Madame O de Lucor. Bref, il y en a plein. Hein. Il y en a 3 ou 4 qui fonctionnent bien. Et à partir de là, l'association de consommateurs, elle aussi, peut faire une mise en demeure à l'association qui a organisé cette soirée et cette tombola pour que vous puissiez bénéficier de votre lot. Écoutez, moi, je suis, comme j'ai dit, je suis le président de cette association qui a organisé ce dîner dansant. Oui, mais alors, c'est le sponsor, c'est la personne qui offre, en fait, d'accord. Donc c'est le sponsor, c'est une entreprise qui vous a promis le lot. Voilà. Il y a un écrit. Il n'y a pas d'écrit justement. Ah, mais s'il n'y a pas d'écrit, c'est que là vous m'avez pas dit l'essentiel là. Moi, je pensais que tout était calé, qu'il y avait un engagement écrit, comme on dit, monsieur. C'est un engagement. Donc la personne. Oui, mais un engagement qui était pris comment? La personne qui nous avait offert ce billet, justement, nous avait dit que lui, il avait organisé un dîner dansant et qu'il avait annulé. Donc, il avait ses lots qui étaient à sa disposition. Oui, mais elle vous a dit, mais est-ce qu'elle vous l'a écrit? Non, pas du tout. C'est terminé. Je retire ce que j'ai dit. Comme on dit, les écrits restent, les paroles s'envolent. D'accord. C'est terminé. Et hélas, vous savez, hein, dans la vie des affaires, et même si c'est des petites affaires, ce sont des affaires, il faut tout écrire. Ouais, non mais ça va nous servir de leçon. Ah ben ça c'est clair. Hein. Excusez-moi, je n'avais pas bien compris votre question. Mais là, à partir du moment où il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas d'engagement, ben, la personne, elle va vous dire, écoutez, moi j'ai pas pris d'engagement. Vous dites ça, mais bon. Donc je vous conseille, hélas, de laisser tomber. Maintenant, sur le plan moral, c'est quand même pas brillant hein, de promettre des lots à une association en plus qui s'occupe d'enfants malades et qui, bon, c'est pas brillant de sa part. Hein. C'est pas brillant de sa part. Mais vous savez, après, vous monsieur, pouvez aller le voir. Il y a un proverbe en créole qui dit bon Dieu punit pas galet. Donc voilà. Hein, ne dis pas au plus. En plus, cette gagnante, elle a eu ce billet, elle a eu ce lot de tombola, ce tirage de tombola. Le jour de son anniversaire, je crois qu'elle a eu un sacré cadeau vraiment empoisonné. Enfin, moi, c'est ce que je ressens aujourd'hui pour elle. Malheureusement, nous, au niveau de l'association, on ne peut pas prendre en charge son billet puisque ça coûte quand même une somme de 1 200 €. Non, mais vous pouvez quand même aller voir le sponsor, discuter avec lui puisqu'il vous a promis. Et puis après, vous pouvez aussi le menacer de faire une mauvaise pub. Et voilà. Non, mais il est beau parleur. Hein.
Et il n'a jamais désisté. Hein. Il dit, allez-y à l'agence. Demain, je vous donne rendez-vous demain à l'agence à 9h30. On se voit à l'agence, on régularise tout et demain, j'y serai à l'agence à 9h30. D'accord, mais je pense que c'est à vous, l'association, de gérer ça avec l'agence. C'est pas forcément à la gagnante. Je crains fort que ça soit compromis. Ouais, voilà. Moi aussi. C'est pour ça que j'ai essayé de prendre des informations, mais je crois que même une plainte dans la gendarmerie c'est pas une plainte recevable. Le procureur ne s'occupe pas de ça. Tout à fait. Voilà. C'est ce que j'ai cru comprendre, moi aussi. Donc c'est un peu battu pour cette dame, je pense. Hélas. Bon, eh bien désolé monsieur. On vous souhaite quand même de très bonnes fêtes. Ouais, ben voilà, donc c'est une association, comme je dis, pour aider les enfants qui sont sur la métropole. Et donc c'est une association qui a un peu moins d'un an d'activité. On est très mobilisé pour aider les parents. Je vais même me permettre de vous donner le nom de l'association, avec honneur. Souffle de vie 974. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Voilà. Merci monsieur, bonne soirée. Bonsoir. Merci, au revoir. Bonne fête, au revoir. Les experts, on a quelqu'un encore en ligne. Allô, bonsoir. Allô? 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 Non, il n'y a personne. Bon, on va prendre l'appel suivant. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir madame. Bonsoir madame. Est-ce que vous pouvez couper le son de la télévision? Oui, ça y est. Merci. Oui, donc en fait je vous appelle, j'avais une question qui me trottait dans la tête par rapport au magasin. Je voudrais vous savoir si c'était légal quand on va faire nos courses. On achète un article, arrivé à la maison, on se rend compte que l'article n'est pas passé au bon prix. D'accord. On se rend au magasin. Et bon, effectivement, le magasin se rend compte qu'ils se sont trompés, que le prix n'était pas le bon. Mais ils nous reversent la différence sur la carte de fidélité. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Sous forme de bon d'achat, quoi. Voilà. D'accord, d'avoir. Ça me paraît un peu limite. Hein. À partir du moment où l'erreur est constatée, qu'elle n'est pas remise en cause, c'est-à-dire que le produit coûte X euros et qu'on vous l'a facturé plus, et donc il y a un différentiel qui vous est dû. Moi, je crois que si le magasin, comme vous dites, il est correct, il est honnête, il doit vous rembourser la somme en numéraire, tout de suite, là. Ah oui. Voilà. Et c'est toujours pareil. Hein, le problème, c'est que si ça porte sur 4 euros, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça la complication. Moi, ce que je vous conseille, c'est peut-être, si ça passe pas à la caisse, demander à avoir un responsable. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, mais même les responsables, ils nous disent que non, maintenant, c'est comme ça. Ouais, mais c'est pas normal. Alors que l'erreur vient d'eux. C'est pas C'était vous qui aviez acheté. Et vous voyez, là, il y a peut-être une démarche à faire, mais bon, il faut peut-être que les personnes se groupent auprès d'une association de consommateurs, comme je disais tout à l'heure. Mais c'est pas normal. D'accord. Ok. Parce que du coup, ils vous obligent à revenir consommer bien sûr. Alors ils nous forcent un petit peu à consommer, à acheter. Hein. C'est pas normal. D'accord. Voilà. Bon. Voilà, ne vous laissez pas faire. Exactement. Je vous remercie. Merci à vous. Bonne fête, madame. Au revoir. Joyeuses fêtes. Merci, au revoir. Au revoir. Les experts, on va prendre l'appel suivant, peut-être le dernier. Ah, c'est terminé, d'accord. Bon, c'est terminé. Alors écoutez, on va vous souhaiter de très bonnes fêtes. Merci, Maître Morel, d'avoir assuré toute cette dernière soirée de l'année tout seul après une grosse année épuisante. Merci à vous. Un petit mot à ceux qui nous écoutent. Oui. Joyeux Noël à La Réunion et bonne année 2016 à tous. Voilà, merci, bonne année à vous, bonne année donc également de ma part, de la part de Tout Télécréole, de Créole FM. On vous souhaite de joyeuses fêtes, profitez-en bien. N'oubliez pas que c'est un moment de paix, d'amour à passer avec la famille ou autre. Voilà, en tout cas, essayez de mettre un peu les contentieux en suspens jusqu'après les vacances parce qu'en ce moment, ça tourne un petit peu au ralenti. Voilà. Donc profitez bien de vos fêtes de fin d'année et des litchis et on se retrouve dès la rentrée prochaine en 2016 sur Télécréole pour les experts. Bonne soirée.